le système démocratique à l'occidental, prenons le cas de la Mhm, France, n'est mhm. pas adaptable à nos pays parce que culturellement, nous ne leur ressemblons pas. Tout à fait, puisque le peuple n'est pas commun et ils n'ont pas une vision commune dans le point de vue politique. Dans ce genre de contexte, le pays comme tel n'est pas défini. Le pays comme tel n'est pas défini. Alors, si le pays n'est pas défini, ce qui veut dire la République qui s'applique sur un pays n'a pas aussi d'essence. La présidence comme telle aussi n'a pas aussi d'essence. La démocratie qui s'associe dans le contexte républicain n'a pas où voilà, peut-être fleurir, voilà, avancer dans un contexte à l'autre. C'est là où je parlais d'un terrain qui n'est pas favorable. On devrait parler de la démocratie dans un contexte d'une nation où le peuple est commun comme tel. Mais dès lors qu'un acteur politique appelle à l'unité des peuples, c'est la preuve à suffisance que le peuple n'est pas un. Donc, à mon Ah, avis, il suffit juste d'enlever la présidence des pays africains, on n'aurait pas tous ces problèmes. est-ce que je peux comprendre par là aussi, on va revenir un peu sur le Congo-Brazzaville, avec ce que vit le Congo aujourd'hui, un pays qui a des ressources énormes, hein, économiques, bien entendu. Nous avons le pétrole, le bois et tout ce qu'il va, les minerais, et 60 ans d'indépendance. On voit bien ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville, malgré les centaines de milliers de milliards qu'engrange le Congo par son pétrole et toutes les autres richesses, toutes les autres matières, bien entendu, avec une population d'à peine 5 millions Mhm. d'habitants. Le Congo aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres où la population, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont là des statistiques de la Banque mondiale, c'est plus de 70% de la population qui vit dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle, malgré tout ce que le Congo reçoit avec son pétrole et son bois, c'est des Mhm. centaines de milliers de milliards. Mhm. Est-ce que Alors, là aussi, on peut dire que c'est toujours ce principe de do or die qui ça, fait que le Congo se retrouve dans cette c'est, situation? quand je vois la présidence, M. Perrin, je prends la présidence comme un système. Je prends le pays africain comme un système. Je l'ai appelé en anglais des country system. Alors, un système, c'est quelque chose qui est conçu et qui n'est maîtrisé que par celui qui l'a conçu. Alors, nous avons une présidence qui est là, dans un pays qui n'a pas été créé par nous. On me désigne comme président, j'ai peut-être bien la volonté de servir le peuple, mais dès que j'arrive sur le champ, on me dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Alors, en ce moment, si je résiste, je subis l'humiliation. Si je coopère, voilà, on me traite de tyran. Alors, quel est donc le but de servir à la présidence? C'est ça la question. Et si on est aujourd'hui appauvri, c'est parce que ce sont des ordres qui passent au travers une seule personne qui n'est pas peut-être prête à perdre sa vie, qui n'est pas peut-être prête à faire face à l'humiliation, plutôt que de laisser souffrir le peuple pour enfin garantir l'agenda voilà, des pays occidentaux, comme quoi des pays des tiers du monde, des choses comme ça. Alors, s'il faut seulement ôter la présidence, je ne vois pas par où l'Occident va voilà, marcher sur le peuple noir. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TLR TV, Renaissance 24 TV et bienvenue dans Droit de savoir. Recrudescence des coups d'État en Afrique, dans la plupart des cas qui chassent des régimes démocratiquement élus, mais une fois installés, qui violent les droits et libertés fondamentaux de leur population, pour certains, ou qui demeurent longtemps au pouvoir, soit par tripatouillage des élections ou coup d'État constitutionnel pour d'autres. Si réellement démocratie existait, pourquoi donc ces peuples africains, bien entendu, à qui appartiendrait le pouvoir en démocratie, saluent-ils en majorité ces coups d'État militaires? Est-ce par simple naïveté ou quelque chose n'a pas marché? Sinon, quelle alternative pour une stabilité politique et sécuritaire en Afrique? On en parle aujourd'hui avec Gaël Clavis. Bonjour Clavis. Bonjour, c'est Gay Clavis Johnson.
Merci Clavis d'être avec nous sur Teler TV. Vous êtes diplômé des universités d'Afrique du Sud, mathématicien, scientifique, professionnel, enseignant, chercheur dans les écoles supérieures. Vous êtes également membre du Conseil sud-africain des éducateurs, auteur du livre Afro-démocratie, New African Order, publié aux éditions Nova Science Publishers à New York aux États-Unis. Afro-démocratie, voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui. Mais dans un premier temps, quelle lecture scientifique et culturelle vous inspire la recrudescence des coups d'État en Afrique noire francophone contre des régimes pourtant présentés démocratiquement élus? Alors, ce que je dois préciser à propos de ces coups d'État, c'est tout simplement un peuple qui est perdu dans la procédure démocratique et qui exprime son mécontentement de ne pas avoir ce pouvoir comme tel, comme cela se définit, le pouvoir du peuple par le peuple. Je pense que si ce peuple avait le pouvoir en leurs mains, on ne parlerait pas d'un peuple qui célébrerait un coup d'État comme étant un jubilé d'une privation de droit de diriger ou encore de prendre le contrôle de ce qui leur appartient. Donc, une telle célébration après un coup d'État n'est que l'espoir exprimé de vouloir peut-être avoir le contrôle de ce qui leur appartient, qu'ils n'ont jamais su maîtriser tout au long des années du régime précédent et tout. Mais dans une autre optique de la situation, juste après le coup d'État, j'ai un peu de doute dans le sens que je ne soutiens pas le changement de régime. Je suis un observateur qui croit que le changement de régime n'apporte pas la solution aux problèmes des Africains. Et cela n'importe pas le genre du régime qui est sortant et qui est entrant aussi. Ça peut être un révolutionnaire, ça peut être aussi un dictateur, mais aussi longtemps qu'on parle du changement de régime, il n'y a pas d'espoir. Sinon, on ne parlerait pas des pleurs, des difficultés au niveau des sociétés. Je vais prendre le cas du Zimbabwe, juste après Robin Mugabe. Voilà, il y a eu un changement de régime, mais le peuple se plaint toujours. On ne parlerait pas aussi des difficultés au Congo-Brazzaville, disons-le, après Sassou I, quand Lissouba est venu. Pendant le règne de Lissouba, il y a eu des peuples qui se plaignaient aussi. Donc, le changement de régime, de mon point de vue, n'est pas l'espoir du peuple. L'espoir Et du il y peuple. a aussi l'exemple du Congo démocratique, la RDC, où il y a eu changement de régime. Malheureusement, on a l'impression que rien n'a changé, rien Oui. n'avance sur le plan économique, socio-culturel. Alors donc, vous Mhm. êtes en train de nous dire que finalement, ces régimes, bien que démocratiques, je mets ça entre guillemets, Mhm. ne, finalement ne représentent pas les peuples. Tout ça ne représente pas le peuple, ces régimes, du fait que si on parle de la démocratie, dans le cas du Ghana, par exemple, on dit que voilà, il y a un modèle démocratique au Ghana, mais je ne le pense pas. Si c'est vraiment le peuple qui dirige, si c'est vraiment le pouvoir du peuple, comment peut-on expliquer que ce même peuple qui a le pouvoir est appauvri? Je ne vois personne qui a le pouvoir et qui soit appauvri. On peut prendre la classe du pouvoir, la classe présidentielle, puisqu'ils ont le pouvoir, comme on le voit, comme on le sous-entend, on le voit riche. Leurs enfants sont riches, leurs familles sont aussi riches. Mais si c'est vraiment un peuple dans le contexte du Ghana qui avait le pouvoir dans un contexte démocratique, on ne parlera pas d'un peuple appauvri, comme l'est le cas au Ghana, au Sénégal, voilà. On connaît pas mal de Sénégalais qui émigrent, ils sont beaucoup à Brazzaville. Mais c'est vrai, Oui, on parle de évidemment, vous pauvreté avez d'affaires, raison. mais quelque part, il y a aussi la question de la pauvreté qui prouve que le peuple n'a pas le pouvoir en main comme tel. Donc, il n'y a pas de démocratie, mais juste une semblance de démocratie, s'il faut le dire. Alors donc, les peuples ne se reconnaissent pas dans ces pouvoirs, dans ces systèmes dits démocratiques, alors que, évidemment, on nous rappelle, c'est justement aussi le cas de le rappeler, démocratie se résume en deux petits mots grecs, bien entendu, démos et kratos, c'est-à-dire peuple, pouvoir, le pouvoir part pour le peuple. Mhm. Et malheureusement, quand je vous écoute, c'est l'impression que ça donne. Peut-être que je me trompe, après vous me le direz. Au niveau de l'Afrique, on a bien constaté que finalement, ces pouvoirs ne représentent pas les populations, ne représentent pas les peuples, alors que généralement, ils se disent, ils réclament des élections gagnées. Or, quelqu'un qui gagne les élections, cela veut dire que c'est la population qui a voté. Mhm.
Mhm. Alors, Alors, ce hic-là, cette différence-là, comment expliquer ce hiatus, c'est-à-dire un pouvoir ou un régime qui dit j'ai été voté par la population, mais une population après qui dit nous, on ne se reconnaît pas dans ce régime. Alors là, vous êtes parti un peu plus loin parce que c'est une idéologie, c'est un concept que je suis en train de développer dans un autre livre où j'ai expliqué le langage des politiques. J'ai même parlé de la mutation des politiques. J'ai compris cela dans le sens que quand un président dit que voilà, j'ai été voté par le peuple, en effet, il est en train de faire un rapport avec un certain peuple qui ne représente pas toute l'étendue du pays, parce qu'on le sait très bien qu'il y a des différences sociales. On ne peut pas parler d'un peuple dans les républiques africaines, on ne peut jamais le faire. Mais quand un président dit qu'il a été voté par un peuple, je suis d'avis qu'il fait référence à un peuple qui lui ressemble par tradition, par mœurs et par valeur. Donc, il s'agit d'un peuple de sa tribu, s'il faut le dire. Il s'agit d'un peuple de son ethnie. Et quand il dit qu'il a été voté par un peuple d'un contexte, il est juste. Mais dans l'autre, il ne l'est pas. Parce que le peuple, comme on le sous-entend sous une démocratie, c'est tout le pays. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il n'existe pas de nation dans nos pays, c'est-à-dire où toute la population se reconnaît par une vision et parce qu'ils ont un même objectif à atteindre. Et donc, les nations n'existent pas. Ce qui fait que chacun se reconnaît en fonction, peut-être que c'est les termes que vous n'avez pas voulu utiliser, par son ethnie ou par son groupe ethnique ou par son département, par sa région, c'est ça. Alors, en parlant des nations, je vais apporter une correction. Il y a des nations qui existent. En Afrique du Sud, on parle même de la nation Zoulou, mais dans une nation sud-africaine. Donc, même au Congo, je peux le dire qu'il y a des nations qui existent, mais sauf que c'est ce que j'appelle des nations parfaites. Sauf que ces nations ont été étouffées par une nation imparfaite sous l'imposition coloniale pour faire valoir la République, pour faire valoir tout ce qui vient avec la République que nous savons, la présidence et tout. Donc, il aurait fallu étouffer les nations parfaites dont chacun de nous est originaire pour faire valoir une nation imparfaite qui, ensuite, voilà, dévalue la valeur de l'homme noir. En sorte, vous êtes en train de dire que ce sont des nations dans une nation, c'est ça. Alors, Voilà, on c'est prend bien par ça. exemple le cas du Congo où on parle de 5 nations qu'on nous rappelait, les Congo, les Ngala, les Eshira, vous Voilà, avez aussi les Pygmées, les Téké. Donc ça constitue en fait 5 nations au Congo. Alors moi, voilà. ma question c'est la suivante. Puisque la démocratie en tant que telle, calquée de l'Occident, de Mhm. la France particulièrement, ne semble pas marcher en Afrique. Et certains sont allés plus loin pour dire la démocratie n'était pas adaptée aux Africains. C'est comme si, bon, la démocratie, elle est faite pour tout le monde, alors que il y a bien des pays qui se sont démarqués, mais à partir d'autres systèmes de gouvernance politique. On va prendre la Chine, on va prendre, après on nous dira, bon, ce sont des dictatures, mais au moins au niveau voilà, économique, on voit bien ce que ça donne. C'est Mhm. pour comprendre un peu euh, ce que vous vous proposez en tant qu'alternative, c'est-à-dire, puisque la démocratie en elle-même ne semble pas marcher, je mets encore ne semble pas parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça marchera quelque part, ne semble pas marcher dans les pays d'Afrique noire francophone. Qu'est-ce que vous vous proposez concrètement? Au départ, nous avons lu, et c'est d'ailleurs le titre de votre livre, c'est Afro-démocratie. Tout à fait. Alors, je vais être clair, puisqu'il s'agit de la culture, qui s'allie certainement à la politique, voilà. Euh, la démocratie ne semble pas marcher comme telle, mais elle ne marche pas. Elle échoue totalement. Et à la base de cet échec, c'est le manque de considération de la valeur de l'homme qui doit exprimer ses valeurs démocratiques. En effet, quand on parle de la démocratie, on nous rassemble sous un leader. Comment? Mais ce leader, en l'observant, n'est pas du tout démocratique. La démocratie qu'un tel leader exprime est une restriction qui revient vers ses propres valeurs. Donc, le démocrate fait valoir ses valeurs dans un principe démocratique qui ne sert pas toutes les nations, s'il faut le dire. Dans ce genre de cas,
on peut déjà observer une démarche vers l'échec démocratique. Donc, la démocratie comme telle, dans un contexte républicain, n'existe pas du tout. C'est un échec. Alors, comme alternative, il faut parler de l'afro-démocratie, comme je l'ai dit, l'afro dans le respect des valeurs africaines et la démocratie comme telle, le pouvoir par le peuple. Donc, l'afro-démocratie est comme une contre-attaque sur la démocratie, parce que la démocratie comme telle, elle a échoué au Congo. Ça, il faut le dire. Elle a échoué dans plusieurs pays d'Afrique et on ne peut pas continuer à prétendre que voilà, la Et démocratie est là. pourquoi selon vous, Clavis, la Oui, démocratie a échoué en Afrique? C'est dû à quoi? voilà. Quand on voit un président de la République, par exemple, qui, bon, ne cherche pas à s'éterniser, quelquefois, il ne le souhaite pas, mais il va d'un mandat à un autre, il va d'un changement de conscience à un autre. Dans mon point de vue scientifique, je ne vois pas l'homme, mais je vois le système dit démocratique dans lequel un tel président est de service. C'est un système qui n'est pas du tout démocratique dans un terrain qui ne favorise pas aussi la démocratie comme telle. Mais voilà, il y a un leader en place qui n'est pas libre de ses mouvements, qui n'est pas libre de sa pensée, qui lui-même aussi n'a pas le pouvoir en tant que citoyen dans sa main. Donc, il n'a pas le pouvoir dans le contexte démocratique, mais il est sous des influences externes qui, au fait, défavorisent aussi l'implémentation de la démocratie dans nos pays. Restons d'abord au niveau, vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le terrain n'est pas favorable pour ce Oui. système. Mhm. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner quelques explications, être un peu plus explicite? Je pense que quand on parle de la démocratie, on fait une référence à un pays qui est constitué d'un peuple commun. Alors, un peuple commun du point de vue social, du point de vue politique. Alors, quand on voit le paysage des pays africains, on n'est pas commun. On n'est pas commun. Je l'ai prouvé pendant les élections. Presque tous les acteurs politiques appellent à l'unité. Alors, combien de fois a-t-on appelé à l'unité dans d'autres pays occidentaux, voilà, pendant des élections? On le fait rarement. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, chaque leader qui pense à postuler pour la présidence appelle toujours, voilà, à l'unité des peuples? Pardon, Clavis, vous êtes en train de dire qui s'excuse s'accuse, c'est ça. S'il y Tout à avait déjà l'unité, pourquoi on parlerait donc de l'unité? Et fait. sinon, pourquoi on vient clamer l'unité lorsqu'on veut aller aux élections, conscient que bien sûr cette unité nationale n'existe pas. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais Tout à fait. dans le même sens, quand vous dites je suis par exemple congolais, il y a une seconde question qui viendra. Congolais d'où? Mhm, Oui, mais même congolais d'où? De qui concrètement, mhm, et cela prouve à suffisance que finalement la nation n'existe pas, comme on le disait, la cohérence, l'unité n'existe pas. Et c'est là que vous dites que finalement le système démocratique à l'occidental, prenons le cas de la mhm, France, n'est mhm. pas adaptable à nos pays parce que culturellement, nous ne leur ressemblons pas. Tout à fait, puisque le peuple n'est pas commun et ils n'ont pas une vision commune dans le point de vue politique. Dans ce genre de contexte, le pays comme tel n'est pas défini. Le pays comme tel n'est pas défini. Alors, si le pays n'est pas défini, ce qui veut dire la République qui s'applique sur un pays n'a pas aussi d'essence. La présidence comme telle aussi n'a pas aussi d'essence. La démocratie qui s'associe dans le contexte républicain n'a pas où voilà, peut-être fleurir, voilà, avancer dans un contexte à l'autre. C'est là où je parlais d'un terrain qui n'est pas favorable. On devrait parler de la démocratie dans un contexte d'une nation où le peuple est commun comme tel. Mais dès lors qu'un acteur politique appelle à l'unité des peuples, c'est la preuve à suffisance que le peuple n'est pas un. Alors, si le peuple n'est pas un, alors on ne pourra jamais parler de la démocratie dans un tel contexte parce que la nation n'est pas aussi une comme telle. Et parce que l'unité ne se déclare pas par un bâton magique ou par, je ne sais pas, un discours, c'est tout un processus, c'est une éducation, c'est une formation. Alors, nous allons peut-être comprendre beaucoup mieux votre système, c'est-à-dire l'alternative que vous proposez, bien entendu. Alors, ici, je voulais vous rappeler que sur ce même plateau, nous avons reçu Monsieur Kovala Chibinda Kwangu, Mhm. informaticien
de son État. Alors, lui, il propose la tribalité qu'il appelle ça, c'est-à-dire un système présidentiel collégial, c'est-à-dire les tribus regroupées au sein donc des groupes ethniques décident Mhm. ou élisent, si tu veux bien, leurs représentants qui se retrouvent, c'est-à-dire au stade supérieur et qui constituent un pouvoir collégial fort, donc représenté presque par tout le monde. Dans le cas du Congo, par exemple, pour évidemment revenir sur ce que écrivait David Londi, c'est que le Congo est représenté par 5 nations. Donc, on Mhm. avait dit tout à l'heure, Teke, Ngala, Eshira, vous avez aussi les Pygmées et les Congos. Mhm. Alors, donc pour lui, ces groupes nomment ou élisent des représentants qui seront dans l'appareil présidentiel collégial. Il y a Mhm. aussi le professeur Félix Bakunda Pelé qui va presque dans le même sens, qui propose une présidence collégiale. Alors, du côté, par exemple, de David Londi, hein, il propose un système euh, fédéral au Congo, un Congo fédéral, Mhm. mais avec un président honoraire, c'est-à-dire un Oui. président qui n'est pas aussi tout-puissant, voilà, qui représente la nation ou le pays partout. Ben voilà, on a besoin du Congo, par exemple, c'est lui qui représente le Congo. Moi, je voulais simplement savoir la différence entre ces concepts, s'il faut le dire comme ça, ou ces systèmes proposés, par exemple, par le professeur Félix Bakunda Pelé, Kovalan Tshibida Kwangou et David Londi. La différence, c'est quoi avec le vôtre, que vous appelez l'afro-démocratie? Voilà. Alors, dans la démarche conceptuelle de mon idéologie sur l'afrodémocratie, à la base, j'ai tenu les principes qui vont instaurer la paix dans le pays. Donc, je cherche à établir des bases qui vont conduire hors des pays africains toute implication extérieure, comme on le connaît déjà, voilà, de l'Occident vers la déstabilisation intérieure des pays africains. Alors, quand on parle d'un système collégial, comme vous venez de le dire, avec un président, j'ai une peur, s'il faut le dire, dans le sens que entre Africains, nous avons ce que j'ai développé, le terme exclusionnisme. Il y a ce que j'appelle l'exclusion tribale. Ça se fait d'une manière silencieuse, mais avec le temps, ça devient réel. On peut bien élire quelqu'un à la tête et au fur et à mesure que cette personne va commencer à entrer en contact avec l'extérieur, c'est là où on commence à avoir des problèmes. Donc, il y aura des influences, voilà. Avant qu'on le sache, c'est son ethnie, c'est sa tribu, voilà, qui sera C'est-à-dire, beaucoup. si j'ai bien compris, votre inquiétude, c'est le fait que ce président ou cette forme de présidence Voilà, représentée par une personne soit facilement cooptée par des influence, puissances étrangères tout à fait. pour finalement lui imposer une autre démarche dans son Tout, pays que ce que veut son peuple. que ce que veut son peuple, que ce que veut ce collège des tribus, voilà, réunis. Alors, j'ai bien pensé éviter cela parce que dans la démarche du changement vers la stabilité de l'Afrique, ce qu'il faut d'abord mettre en priorité, c'est d'écarter tous les dangers qui permettent à l'extérieur, donc à l'Occident, de s'infiltrer dans nos pistes de leadership. Soyons un peu précis dans ce sens-là. Non, je vous Donc, comprends très bien à ce niveau-là. s'il faut avancer vers la stabilité et la liberté finalement de l'homme noir, il faut penser à un système qui inclut toutes les parties du pays, toutes les ethnies du pays et les tribus, sans pourtant voilà, qu'il y ait une figure peut-être bien honorée, bon, permanente, disons-le, qui Oui, est mais à là ce comme... moment-là, Clavis, s'il vous plaît, Clavis, à ce moment-là, qui va représenter le pays à l'extérieur, par exemple? Alors, quand on parle de la représentation du pays à l'extérieur, on en a vu, on en a entendu, mais est-ce qu'une telle représentation nécessite une personne désignée qui soit là, voilà, comme telle, une personne connue au cours d'un mandat précis? C'est pas du tout obligatoire. Le pays, ce qui nous importe beaucoup plus, c'est la satisfaction des peuples. Donc, ça, c'est ce que je pense. Si le peuple est satisfait, tout d'abord, avant toute autre chose, alors on peut aller avec. Donc, je pense d'abord à la satisfaction des populations, au développement
interne du pays et par la suite, on pourra voir de l'extérieur. Mais s'il y a des urgences comme telles, il faut représenter le pays, on a bien des peuples, des citoyens éduqués, on a bien des intellectuels, on a bien des peuples qu'on peut constituer un collège, un conseil des intellectuels qu'on pourra bien nommer, voilà, aller représenter le pays et ça se fait. On a des ambassadeurs. Est-ce que ces ambassadeurs sont des présidents chez nous? Mais pourtant, ils représentent le pays à l'extérieur. Donc, prenons un peu ce contexte-là, qu'on n'est pas obligé de nommer quelqu'un qui soit là, connu de tous, que voilà, c'est celui qui représente le Congo, que celui qui représente la République démocratique du Congo, le Gabon et tout. On pourra lui approcher et puis l'influencer, et à partir de là, on pourra repartir à la case du départ qu'on a cherché bien à s'en écarter. C'est ça le problème. Alors, Clarisse, est-ce qu'on peut être un peu beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire faisons un schéma. Mhm. Hein, avec les images, on fait passer le message beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un schéma comme ça, imaginaire, comment fonctionne ou fonctionnerait le système que vous proposez? Alors, je parle d'un système afro-démocratique. En fait, dans le système afro-démocratique, il faut penser à la séparation de pouvoir. Donc, on est déjà dans un contexte du fédéralisme, mais pas un fédéralisme traditionnel tel que c'est connu. Oui, allons sur le terrain. Au Voilà. Congo-Brazzaville, nous avons 12 départements, c'est ça, Nous si avons ça n'a pas avancé. Nous avons 12 départements, nous avons le Congo-Brazzaville, avec ses entités, d'une cinquantaine d'ethnies. Bref, on ne va pas les citer, mais comment ça fonctionne concrètement? Alors, quand on parle de département, par exemple, je prends un département comme une région comme une province, donc c'est comme une nation. Et dans un département, on a des ethnies, disons-le, voilà. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un leader qui soit à la tête d'un département. Franchement, ça, euh, il ne faudrait pas qu'il y ait un leader au-dessus d'un groupe où il y a une certaine différence ethnique, une certaine différence de valeurs. Parce qu'on risquera d'avoir au niveau du département ce que j'appelle l'ethnocratie, donc presque ce qu'on voit au niveau de la République, être transporté au niveau du département. On en a vu, voilà, un peuple, peut-être pas un peuple, mais un groupement des peuples au niveau d'un département dirigé par un leader qui sort d'une ethnie et qui finalement tente à isoler les autres ethnies. On en a vu, on en a entendu au Congo, voilà, ça s'est fait. Alors, s'il faut parler d'un leader qui se met à la tête d'un département, croyant unir un tel département comme une nation, je vois un danger au fur et à mesure, donc aussi longtemps qu'on progressera dans un tel modèle de leadership. Alors, Alors, mais j'ai comment proposé faire donc? Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? voilà, donc j'ai proposé un conseil départemental, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait un conseil de leaders où chaque ethnie devait être représentée par un leader. Donc, voilà, on choisit, voilà, de telle ethnie, de telle ethnie, de telle ethnie. On constitue un conseil, comme ça, chaque ethnie aura une voix. Il y aura personne qui se dira que voilà, ce sont eux qui décident, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de planifier. Peut-être que voilà, on a détourné les fonds, peut-être ceci, cela. Quand ce genre de propos commence à monter dans les esprits, c'est là où on a des troubles sociaux. Donc, il faudrait qu'il y ait un conseil départemental, voilà, et à partir de ce conseil départemental, dans les 12 départements, on peut bien parler des départements qui vivent en autonomie et qui bénéficient évidemment des potentiels économiques du pays à égalité. Donc, chaque Oui, département, mais Clarisse, pardon, Clarisse, lorsque vous oui, parlez de ce conseil départemental là, où chaque ethnie est représentée, mais après, il y a toujours un président du conseil. Il faut un leader tout de même pour voilà, conduire voilà. ce conseil. Voilà, alors j'ai compris qu'au niveau des départements, comme je l'ai dit tout à l'heure, le département fait référence à une région ou encore à une province, donc c'est une nation. Alors on a là en quelque sorte une unité des nations, donc les Nations Unies dans un Congo, voyez-vous, et en ce moment-là, on peut établir un autre, disons-le peut-être pas échelon, mais une démarcation, Oui, disons-le. mais Donc on parle Clarisse, d'un nouveau pardon, nation. j'insiste à ce niveau parce que je veux bien que nos téléspectateurs puissent comprendre. Vous Voilà, étiez là au stade départemental, c'est-à-dire voilà. les ethnies qui élisent ou qui recommandent leurs représentants à ce conseil. C'est un conseil départemental. Après, il faut qu'on passe aux communes, après, il faut qu'on passe au niveau de, voilà, national. Comment ça se passe? C'est-à-dire ceux qui sont au conseil départemental, c'est les mêmes qui iront au niveau national où les conseils départementaux vont également, à leur tour, nommer des représentants pour aller les représenter au niveau national.
Alors, ce qu'on doit d'abord se dire tout d'abord, puisqu'on est en train de dénoncer ce qui a été importé, le national d'un Africain, ce n'est pas comme on le sait, tel que cela nous a été dit. Le national d'un Congolais n'est pas le Congo comme tel, mais une portion de terre d'où il est originaire. Donc, les nations dont vous dites le niveau national, moi je prends le niveau national au niveau des départements. C'est ça, le niveau national. Alors, je pense à partir de là des niveaux supranational parce qu'il n'y a pas de supranational sans national. Le niveau supranational, c'est ce qui va nous conduire un peu plus haut, là où on va constituer évidemment d'autres conseils à partir desquels on aura celui qui va représenter voilà, le pays à l'extérieur s'il faut. Les conseils départementaux, puisque nous en avons 12 au Congo, Brazzaville, où vous avez dit, je récapitule, hein, après vous me direz si ce n'est pas cela, si je n'ai pas bien compris. Donc, au niveau de ces départements, les ethnies proposent leurs représentants et ils constituent un conseil départemental. Et une fois qu'ils sont au niveau du conseil départemental, c'est-à-dire avec tous les 12 départements que nous avons là finalement les départements, il faut constituer. Et comment ces départements seront représentés au niveau supérieur? Parce que c'est ce que moi je veux comprendre. Est-ce que ça se passe par élection ou bien c'est toutes les ethnies aussi qui vont être représentées au niveau voilà. du stade Alors, supérieur? voilà. Alors, donc, j'ai parlé du national, donc les départements nationaux tels que vous venez de rappeler. Alors, pour parler maintenant du supranational de l'État, c'est là où je fais référence à ce qui est commun à tout le pays. Prenons par exemple les armées. Les armées, Oui, oui, ça, voilà. c'est une structure commune à tout le pays. Alors, qui va diriger les armées? Un chef d'état-major, un ministre de la Défense, de quel département en fait? J'évite les faits qu'on en a vu, voilà, un ministre de la Défense, voilà, qui n'est pas d'un tel département et qui favorise quoi que cela soit dans ce département. J'évite tout cela parce que ce qu'il faut, c'est d'unir le peuple. Alors, le département va déléguer un représentant au niveau supranational qui constituera un conseil de la défense nationale. Voilà. Donc, toutes les décisions de la défense du territoire seront prises à l'unanimité, disons-le, à partir d'un conseil Mais national de la défense. par un vote, pas toujours à l'unanimité, parce que généralement, l'unanimité, c'est toujours pas évident, mais par un Voilà. vote. Voilà, donc ça sera un conseil représenté par des membres de chaque département. Voilà, nous savons donc un conseil de la défense représenté par voilà, les officiers supérieurs. Voilà, Alors, peut-être donc, bien. vous êtes en train de dire, au niveau des départements, les ethnies se retrouvent, chaque ethnie, en fait, envoie ou propose un représentant. Nous sommes là au niveau du conseil départemental. Et au niveau supranational, vous avez parlé, vous avez pris un exemple, hein, de la défense, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la Défense. On peut prendre le ministère de la Culture, Voilà, l'économie, voilà. etc. Alors, au niveau de ces ministères, vous parlez également d'un collège, c'est ça, c'est-à-dire chaque département de ces 12 là, de tous ces 12 départements, chaque département envoie un représentant au niveau de ce ministère, si je peux encore l'appeler comme ça, la défense par exemple, où tous les 12 départements seront représentés au niveau supranational et qu'une décision ne peut être prise que par élection, par vote, comme vous le dites. C'est-à-dire, s'il y a une décision à prendre, c'est le collège qui se retrouve, donc les Voilà. représentants de ces 12 départements qui, ben voilà, qui statueront sur la décision, quitte à Voilà, faire un vote pour, évidemment, valider la décision. C'est ça. tout à fait. Donc, il s'agit Cela là veut d'une dire que cela est valable pour tous les ministères, hydrocarbures, pas, ainsi de pas suite. peut-être pas peut-être tous les ministères. J'ai juste parlé de ces ministères qui sont communs à toute la nation, à tout le pays, disons-le. Il y en a Nous avons aussi qui ne sont pas communs à toute la nation. bon, mais, quand on parle par exemple, bon, Prenons l'agriculture. par exemple l'agriculture, bon, voilà, ça peut se faire au niveau des départements, voilà. Je ne pense pas que tous les départements du Congo ont les mêmes conditions favorables de l'agriculture. Donc, l'agriculture, ça peut se faire au niveau
départementale. Mais quand on parle, par exemple, de l'identification, on va tous porter la même carte d'identité. Il faudrait quand même qu'il y ait peut-être un conseil national de l'identification où, voilà, chaque département sera représenté à ce niveau-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait peut-être des noms fictifs, voilà, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on puisse intégrer dans un département donné sans que, voilà, un originaire Non, d'un mais tel département évidemment, voilà, dans ce sens-là. Clavis, pardon. J'ai parlé expressément, j'ai pris l'exemple de l'agriculture, mais là vous dites que c'est pas dans tous les départements où, enfin, j'allais dire l'environnement est favorable à l'agriculture. Bon, ce qui est vrai, c'est que ce qui est bien avec le Congo, c'est que partout tout pousse. C'est une terre mais vraiment fertile. Mais là n'est pas le problème. Alors, restons au niveau du département, j'allais dire ministériel, hein, de Voilà, l'agriculture. voilà. Même si c'est une zone donnée ou spécifique du Congo qui est favorable à l'agriculture, nous le savons, je ne veux pas rappeler ça ici, euh, mais il se trouvera qu'à un moment donné, il y aura des grandes décisions qu'il faudra prendre au niveau supranational. Par exemple, pour ce qui concerne les accords avec des partenaires étrangers ou Hein? pour le financement de certains projets, des grands projets, par exemple, d'agriculture. Mais comment ça va se passer? Puisqu'au niveau supranational, vous pensez que ce ministère n'a pas besoin de, voilà, d'être représenté par tous les départements. Hein? Comment ça se passera? Tout à fait. Alors là, nous sommes encore au niveau supranational où j'ai pensé euh, à propos de l'établissement d'un grand nombre de conseils que je pourrais peut-être énumérer au cours de cet entretien. Mais euh, une fois que les départements ont des conseils nationaux au niveau des départements, voyez-vous, tout département est autonome, est libre. Alors, quand il s'agit des affaires départementales, c'est aussi clair que cela sera pris en compte au niveau du département. Mais quand il s'agit d'un département, d'une question qui englobe tout le pays, les conseils départementaux sont libres de se rencontrer, ils sont libres de se rencontrer, de constituer, bon, pas peut-être un parlement, mais voilà, un siège où tout le pays, voilà, tous les conseils départementaux se réunissent pour discuter des questions communes, voilà, et enfin décider, voilà, décider sur les voies de sortie ou encore, voilà, les questions qui sont peut-être épineuses au pays, et puis aller de l'avant, voilà, servir ou que ce soit où qu'on ait le besoin, voilà, pour mieux avancer comme étant un pays, voilà. Alors, s'il faut parler de l'union des tribus, en parlant d'un contexte du fédéralisme, je vois aussi, pas peut-être un parlement comme tel, mais un siège où tous les conseils départementaux pourront se réunir pour discuter les sujets communs du développement du pays. Alors là, ça peut être par exemple les accords internationaux, comme vous venez de le dire. J'ai pensé à établir un secrétariat national des affaires étrangères. Par exemple, un secrétariat national des affaires étrangères, ça, c'est ce qui va faire affaire avec l'extérieur. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un secrétariat, je ne pense pas aussi qu'il y ait un seul membre qui sortira d'un département donné pour représenter tout le reste du pays. On en a vu, voilà, toutes les fraudes qui se passent. Pour éviter cela, pour satisfaire tout le peuple, il faudrait qu'il y ait des conseils partout où il y a des questions ou encore des sujets qui concernent tout le pays comme tel. La défense, la sécurité, l'identification, la justice, voilà, l'économie. J'ai pensé que tout cela soit supranational et représenté par des conseils où chaque département aura un membre sous la voix de l'électorat qui représentera les peuples d'un tel département. En ce Et moment, comment vous entrevoyez ces départements? C'est tels qu'ils sont circonscrits aujourd'hui ou bien il faut refaire les choses parce que c'est comme je vous rappelais tout à l'heure, David qui annonce ou qui rappelle les 5 nations qu'on venait de citer tout à l'heure. Je rappelle encore Teke, Congo, Ishira, Pygmée, nous avons aussi les Ngala. Alors, est-ce que c'est... Parce que lorsque vous dites département, quelle configuration? alors, Est-ce je que ne par suis pas rapport aux ethnies, aux groupes ethniques, ou bien c'est les départements tels qu'on les a, voilà, circonscrits maintenant là au Congo-Brazzaville, on parle de 12 départements.
Alors voilà, il y a juste une raison de parler là-dessus. Vous avez raison, tout à fait. Alors, les départements actuellement au Congo, tels que ça a été conçu, euh, expriment bien un langage, disons-le, qui regroupe une catégorie de peuples qui certainement, bon, presque Ont la même pas. culture ou qui partagent la même culture? Question de ce genre, voilà. Alors, si c'est cela le cas, je pense qu'on peut bien garder une telle configuration. Ça ne dérange pas. Aussi longtemps que ça regroupe un peuple dans une région donnée, voilà, ça représente déjà une nation. Et à partir de là, on pourra bien sortir un candidat qui va s'asseoir dans un conseil supranational, voilà, et faire avancer le pays. C'est bien ça. Alors, Clovis, si je vous ai bien compris, cela veut dire que vous êtes en train de proposer un système où il n'y a pas de président, il n'y a pas un leader en tant que tel, Alors, qui conduise je dois quand toute même la être, nation. je dois quand même être précis là-dessus parce que j'ai beaucoup pensé là-dessus sur la question de la présidence. Toutefois, quand je vois un leader politique qui se mouille le maillot, voilà, pour aller à la présidence, bon, on doit quand même être précis. Tout le malheur qui arrive sur nous en tant qu'homme noir, en tant que Congolais, passe par la présidence. Et ce malheur-là qui passe par la présidence n'épargne personne. Ce malheur n'épargne pas même le président de la République lui-même. On peut tantôt croire que voilà, nous souffrons plus que voilà, le président, ou bien que. Ce Mais malheur qui passe, pardon, ce malheur qui je passe par le pense pas. président, vous pouvez nous le rappeler? C'est quoi concrètement? Comment ça se Mais passe? voilà, on peut prendre le cas, on peut prendre le cas par exemple. Corruption, Voilà, je vais prendre le cas directement de la RDC parce que c'est un cas qui me concerne beaucoup, à l'est de la RDC. Prenons un peu le cas de ce conflit. Si ce conflit perdure, à mon avis, c'est tout simplement parce qu'on a la présidence. Il y a le président qui est là, qui travaille dans un contexte, comme on le dit en anglais, do or die. Donc, faites ou bien vous mourrez. C'est ça le principe de la présidence, qu'on ne nous dit pas. Faites cela ou bien vous mourrez. Alors là, le président est obligé, voilà, il est en mouvement, mais apparemment, il n'est pas en mouvement et tout. Alors, c'est lui qui mourra ou bien, voilà, c'est le peuple qui doit mourir, voilà. oui, mais Mourir pour lorsque le. vous dites, évidemment, lorsque vous dites faites ou mourrez, euh, Mhm. qui donne ces injonctions? L'extérieur. Voilà, tout à fait cela. Donc, tout le malheur qui arrive à l'Est, s'il n'y avait pas la présidence comme telle, s'il n'y avait pas un leader qui aurait peur de perdre sa vie, si on avait un conseil de la défense nationale en RDC, je ne pense pas que ce conflit-là devait durer toutes ces années. Mais sauf qu'on a un président qui travaille à la présidence où il y a un principe de do or die. Alors, en ce moment-là, voilà, on se choisit voilà, ce qui va avec le soi, soit être en vie et puis laisser le peuple mourir. C'est tout à fait cela. Alors, quand on parle de la pauvreté passe par la présidence aussi. Quand on parle du chômage, ça passe par la présidence. Quand on parle de la sous-éducation, ça passe de la présidence. Ce sont des ordres qui viennent de l'extérieur et le président n'a qu'à implémenter. Bon, peut-être bien fermer les yeux et laisser cela arriver. Donc, à mon Ah, avis, il suffit juste d'enlever la présidence des pays africains, on n'aurait pas tous ces problèmes. est-ce que je peux comprendre par là aussi, on va revenir un peu sur le Congo-Brazzaville, avec ce que vit le Congo aujourd'hui, un pays qui a des ressources énormes, hein, économiques, bien entendu. Nous avons le pétrole, le bois et tout ce qu'il va, les minerais, et 60 ans d'indépendance. On voit bien ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville, malgré les centaines de milliers de milliards qu'engrange le Congo par son pétrole et toutes les autres richesses, toutes les autres matières, bien entendu, avec une population d'à peine 5 millions Mhm, d'habitants. Le Congo aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres où la population, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont là les statistiques de la Banque mondiale, c'est plus de 70% de la population qui vit dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle, malgré tout ce que le Congo reçoit avec son pétrole et son bois, c'est des mhm, centaines de milliers de milliards. mhm. Est-ce que Alors, là aussi, on peut dire que c'est toujours ce principe de do or die qui ça, fait que le Congo se retrouve dans cette c'est, situation? quand je vois la présidence, M. Perrin, je prends la présidence comme un système. Je prends le pays africain comme un système. Je l'ai appelé en anglais des country systems. Alors, un système, c'est quelque chose qui est conçu.
et qui n'est maîtrisé que par celui qui l'a conçu. Alors, nous avons une présidence qui est là, dans un pays qui n'a pas été créé par nous. On me désigne comme président, j'ai peut-être bien la volonté de servir le peuple, mais dès que j'arrive sur le champ, on me dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Alors, en ce moment, si je résiste, je subis l'humiliation. Si je coopère, voilà, on me traite de tyran. Alors, quel est donc le but de servir à la présidence? C'est ça la question. Et si on est aujourd'hui appauvri, c'est parce que ce sont des ordres qui passent au travers une seule personne qui n'est pas peut-être prête à perdre sa vie, qui n'est pas peut-être prête à faire face à l'humiliation, plutôt que de laisser souffrir le peuple pour enfin garantir l'agenda, voilà, des pays occidentaux, comme quoi, des pays des tiers-monde, des choses comme ça. Alors, s'il faut seulement ôter la présidence, je ne vois pas par où l'Occident va, voilà, marcher sur le peuple noir. Parce Mais que est-ce que ces présidents, bien que faisant la volonté de l'extérieur, do or die, n'ont-ils pas une responsabilité la responsabilité, individuelle? bien évidemment, ils en ont, mais nous avons ici ce que j'appelle, c'est comme un conflit, c'est une question de survie. Il y a ici un leader qui est là, qui est placé dans un pays que j'ai appelé tout à l'heure des country systems. Donc, le pays africain comme tel, on ne doit pas le voir comme tel. C'est un système. Alors, quand on est là comme président, on est dans un système qu'on ne maîtrise pas. On est dans un système conçu par les Occidentaux, voilà, la création d'un pays, mais moi je le vois comme un système. En ce moment-là, le leader ne peut plus exprimer sa responsabilité à l'échelle de tout le pays, mais sauf que auprès de ceux avec lesquels il partage les mêmes valeurs. C'est ça la question. C'est ce qui fait éteindre la responsabilité du leader. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si j'ai bien compris, finalement, tout le système politique qui a été conçu par l'Occident, c'est ce que j'ai semblé comprendre, imposé aux Africains, c'est pour maintenir évidemment ces États sous la domination et continuer évidemment à dicter la loi, comme qui dirait. C'est ce que Si j'ai vous, per- semblé comprendre. si vous permettez que j'ajoute, Je au vous en fait, prie, oui. je ne vois pas l'Occident comme une puissance comme telle. Je ne suis pas fasciné par l'Occident. Voyez-vous, comme je venais de le dire tout à l'heure, le pays africain est un système. Il a suffi de contrôler un homme, de le placer dans une structure présidentielle afin que tout le reste du pays soit contrôlé. Contrôlé. Si le Congo est contrôlé, c'est tout simplement parce qu'il y a un homme dans une structure présidentielle qui est contrôlé. Voilà. Alors, donc, la présidence, au fait, en Afrique en général, c'est ce qui fait la force de l'Occident. Il suffit juste d'enlever la présidence d'un pays africain. L'Occident est affaibli. On ne va pas venir donner des ordres à tous ces conseils départementaux. Voilà, j'ai besoin de votre pétrole, j'ai besoin de votre or, et que tous ces conseils départementaux accepteront. Je ne le pense pas. Mais si c'est un homme qui n'a que son ombre à lui-même, qui lui fait aussi peur, en ce moment-là, il dira, mais prenez tout. Et je le ferai autant, voilà. Alors, pour protéger ma conscience, ça serait mieux que je ne serve pas la présidence. C'est beaucoup mieux. Bien voilà, donc alors je retiens que la présidence ou les présidences en Afrique, j'allais dire noire francophone, constituent le malheur de ces pays. Alors on revient donc sur votre livre pour conclure, bien entendu, Afro-démocratie, et c'est le système que vous avez tenté de développer ou de défendre tout à l'heure. Mais pourquoi l'avoir appelé donc Afro-démocratie? Au départ, vous avez dit oui, il y a démocratie, Afro, pour prendre les valeurs africaines en compte. Est-il qu'on est toujours dans démocratie? Qui dit démocratie nous rappelle un peu. Tout à fait, tout à fait. Alors, je suis dans un concept d'étude d'une idéologie, d'un système de leadership. Voyez-vous, donc il fallait se choisir un mot qui va peut-être bien éclaircir l'idée, voilà, inspirer des termes, inspirer des expressions. Mais puisque nous sommes encore dans le contexte d'étude, je le dis tout à l'heure, alors il y aura un nom scientifique que je vais choisir, un nom qui sortira bien des langues vivantes africaines. Ça peut être le Swahili, ça peut être le isiZulu en Afrique du Sud, ça peut être le CPD, voilà, un nom scientifique qui sera attaché à ce terme afro-démocratie, évidemment, pour mieux parler de l'authenticité de l'homme noir. Donc, nous sommes en Afrique, c'est ça. Donc, tout doit être africain, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Clarisse. Où peut-on trouver donc le livre, hein? Il est déjà sur le marché, c'est ça?
Le livre est déjà sur le marché, voilà, donc sur les éditions Nova Science Publishers de New York. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Gaël Clavis, diplômé des universités d'Afrique du Sud, mathématicien, scientifique, professionnel, enseignant-chercheur, dans les écoles supérieures, membre du Conseil sud-africain des éducateurs. Il est également auteur du livre Afro-démocratie qui était au centre de notre entretien aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir encore fait confiance, mais toutefois, je vais vous rappeler de ne pas oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et de nous atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et à parfaire notre référencement. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, pensez à vous abonner pour être notifié de toutes nos prochaines productions. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.